J'exagère, mais je veux que vous saisissiez le principe. La Réserve fédérale imprime la nouvelle monnaie. Elle a le droit d'imprimer autant d'argent qu'elle le juge nécessaire. Elle n'est pas limitée. Elle n'est pas contrôlée par le président. Elle n'est pas contrôlée par le Congrès. Ce sont une douzaine d'économistes et de banquiers que je connais qui se réunissent et décident de la quantité de monnaie à imprimer. Et ils prennent cette monnaie fraîche et achètent des titres du Trésor des États-Unis au public. Le public se retrouve maintenant avec une montagne d'argent neuf. Dans mon exemple, 18 milliards de dollars rien que cette semaine. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et voilà ce qu'il faut comprendre de l'économie américaine et de sa vulnérabilité actuelle. Ils ne peuvent pas placer cet argent là où ils l'auraient placé auparavant. La masse des gens, après ce manège avec les titres du Trésor et maintenant en possession de 18 milliards de dollars, n'investit pas cet argent dans la production de biens et de services. Pourquoi? Parce que la classe ouvrière, ici, ne peut plus acheter. Elle ne gagne pas assez et est jusqu'au cou dans les dettes. Elle ne peut plus emprunter. Elle est épuisée. C'est pour ça qu'elle a voté pour Trump. Elle est en colère. Elle est amère. Elle ne comprend pas comment tout cela est arrivé, mais elle sait qu'il y a plus de mois que d'argent et qu'elle ne s'en sort pas. Alors, où va l'argent? Réponse, la bourse. Depuis 50 ans, l'argent trouve son chemin, pas la totalité, mais la majeure partie. Donc, quand on vous dit que l'impression de monnaie provoque l'inflation, c'est vrai. Vous n'avez juste pas regardé au bon endroit, espèce d'idiot. Vous avez regardé la boîte de mouchoirs, ou votre téléphone portable, ou votre stylo plume. Ce n'est pas là que l'argent est allé. Il est allé dans la bourse. Donc John avait cet argent neuf et a acheté des actions. Et Peter, qui a reçu de l'argent neuf le mois suivant, a acheté les actions à John. Puis Harry les a achetées à Peter. C'est tout ce qui s'est passé. Et pour les 10% d'Américains qui possèdent, selon les derniers chiffres de la Réserve fédérale, 87% d'actions, y compris via des fonds communs de placement. Ces 10% s'en tirent comme les bandits qu'ils sont. Et voilà votre réponse. Si vous pouvez habituer les journalistes financiers à considérer la bourse comme United Nations indice pertinent de l'état de l'économie, vous accomplirez beaucoup de choses astucieuses. Ils ne regarderont pas là où elle n'est pas, c'est à où dire tout autour de nous ici. Ils ne le feront pas. Ils regarderont la bourse. Ils verront qu'elle monte. Ils verront l'euphorie des gens qui ont des avoirs en bourse, qui constituent désormais la classe possédante du pays. C'est ainsi qu'ils détiennent leur richesse. Oui, ils ont United Nations Yacht. Oui, ils ont 2 ou 3 demeures. Mais ce n'est pas là que se trouve l'essentiel de leur fortune. La majeure partie de leur richesse, c'est d'être propriétaire d'American Telephone and Telegraph, de General Motors, d'Alibaba ou d'Apple. C'est ce qu'ils font. Ou aujourd'hui Space Exploration Technologies. C'est ce qu'ils font. Et ça a été une sacrée réussite. Si vous vous demandez, y a-t-il des gens qui comprennent au moins une partie de ce que je vous ai dit et qui voient à travers tout ça? Pas beaucoup. Et ce n'est pas parce que c'est si compliqué. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres personnes comme moi. Il y en a. Je ne suis pas du tout exceptionnel. En fait,
Si vous savez lire le Wall Street Journal, vous le trouverez. C'est enfoui. C'est recouvert de conneries idéologiques sur les marchés et d'autres absurdités. Des conneries, mais ce sont des conneries officielles. Et donc les gens y croient. Non, c'est douloureux. C'est douloureux si vous... J'ai European Union des professeurs. Parce que je suis allé à Harvard. Je suis issu des écoles d'élite d'ici. Donc mes professeurs nous faisaient comprendre d'une façon ou d'une autre que voilà ce qu'on dit. Ne vous perdez pas là-dedans. C'est ce qu'on dit. Et c'était une façon de nous signaler qu'il y a tout United Nations, autre univers. Et ensuite, vous savez, si vous rejoignez le cercle, devenez professeur et rencontrez quelques autres comme vous, vous découvrirez que d'autres étudiants comme vous ont saisi l'indice. Et ils ont suivi cette voie. Ça a toujours été vrai. C'est vrai aujourd'hui aussi. Mais le courant dominant, si vous regardez la poupée blonde façon Cupidon que Trump utilise pour les infos, j'oublie son nom, mais elle a l'air sortie d'United Nations mauvais magazine. Bref, elle est là. Oui, je la connais. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle est grande, aux yeux vifs, tout ça. Et elle évite toutes les questions qui ne l'arrangent pas. Elle est douée pour ça. C'est une vraie convaincue. Pour elle, Trump est la plus grande chose depuis l'invention du pain tranché. Mais quand on lui pose des questions difficiles sur l'économie, elle recule toujours en disant « Regardez le marché boursier ». Et l'étonnant, c'est que ça fait taire le journaliste. Les journalistes ne savent pas comment répondre à cela. Vous savez, 87%. Les 10% les plus riches, bien sûr, sont contents du marché boursier. Ne le niez pas. Faites-en votre point fort. Expliquez comment cela met en lumière l'arnaque subie par les autres 90%, qui doivent se battre pour les 13% restants des actions. C'est que quelques personnes possèdent beaucoup et votre grand-mère, quand elle est décédée, vous a légué 11 actions de quelque chose qu'elle avait acheté ou qu'elle a obtenu quand elle s'est mariée. Oui, les Américains ont ce genre d'actions. Elles ne signifient rien. Ça ne change rien à leur vie, pas du tout. Tu sais, c'est grotesque la façon dont la richesse est concentrée. Et ce pays, tu vois, je suis né ici juste après la Seconde Guerre mondiale, j'ai donc vécu toute cette histoire. C'est l'histoire de ma vie. Et d'ailleurs, c'est aussi une grande part de ton histoire à toi. C'est redua. Ouais. Oui, c'est incroyable à voir. Je veux dire, j'ai European Union une mineure en économie à l'Université d'État de Caroline du Nord. À United Nations moment, je ne savais pas si j'allais faire une majeure puis United Nations doctorat, mais j'ai fini par partir en service actif. J'ai donc United Nations, peut changer mes plans, j'ai obtenu mon diplôme en commerce. C'était mon premier diplôme, ensuite United Nations diplôme d'ingénieur, puis United Nations Master en administration des affaires. Je leur ai acheté une salle de classe quelque part, au moins une. Ils n'arrêtent pas de demander plus d'argent. Je leur dis « Non, merci ». Crois-moi, on a ça en commun. Ils veulent tous de l'argent. C'est l'Amérique, mec. Quoi qu'il se passe, ils veulent tous de l'argent. Tu sais, comme ils disent, Harvard est probablement l'université la plus riche au monde et en tout cas la plus riche des États-Unis. Elle dispose des actifs qui approchent les 50 milliards de dollars. D'accord. Ça représente 50 milliards. Oui, je reçois des sollicitations. Moi, je reçois des sollicitations pour de l'argent. Chaque année, j'avais l'habitude de répondre. Et je répondais toujours, « Vous plaisantez, vous êtes STC, je veux que vous me donniez l'argent. » Ouais. Je viens de recevoir une United Nations courriel de l'Université d'État de Donnez-nous United Nations peu plus d'argent. Harvard est devenu célèbre parce qu'il s'est avéré que Jeffrey Epstein avait donné une grosse somme à Harvard. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. Il a fait ça dans de nombreuses universités,
plusieurs en tout cas. Donc la presse est allée voir Harvard et a demandé « Allez-vous, comme d'autres universités, rendre cet argent ?» parce que c'est de l'argent provenant d'United Nations, trafiquants sexuels, blablabla. Ah non, cet argent a déjà été dépensé. Harvard ne l'a pas fait, d'autres établissements l'ont fait. Mais Harvard n'a pas restitué l'argent. Parce qu'après tout, c'est de l'argent. L'argent n'a pas d'odeur. Intéressant venant des professeurs que j'ai eus à l'Université d'État de Caroline du Nord, et j'aimerais que les politiciens du monde entier fassent au moins une mineure en économie. Mais la chose que j'ai apprise de façon très approfondie avec lui, ce sont toutes les statistiques que nous parcourions. Le gouvernement américain. Je suis à peu près sûr que la plupart des gouvernements sont pareils. C'est juste United Nations ramassisse de conneries. Quand ils ont expliqué comment l'inflation est réellement calculée, comment tout est calculé, tu regardes et il n'y a rien sur quoi tu peux te baser. Ce sont simplement des mensonges absolus. Et en plus, si tu sais comment la plupart des entreprises fonctionnent, si tu veux acheter 10 unités, il y a United Nations prix. Si tu veux en acheter 100, le prix est différent. Si tu veux en acheter 10 000, c'est encore, je veux dire, quel est le prix de ce que tu vends. Et la réponse, c'est que c'est immense, il n'y a aucun moyen pour les statistiques de gérer ça. Donc, tu ouvres les livres du gouvernement, et le prix des bananes le 18 octobre était de 1200 la livre. Sauf que non, ce n'était pas le cas. Mais la personne qui faisait le travail a porté United Nations jugement, a fait une hypothèse. Absolument. Moi, perso, je suis spécialiste du marketing. Je suis plutôt à droite. Je me rends compte que toute économie est une économie mixte. Il n'y a pas d'autre façon de la diriger. Mais plus je regarde ça, plus j'en viens à la conclusion que, et peut-être que je me trompe, mais aucune société ne peut survivre en ayant de grandes banques indépendantes. Je veux dire, de petites banques dans United Nations Village, c'est une chose, mais quand tu as ces banques géantes, on dirait que dès qu'elles apparaissent, c'est la fin de n'importe quelle économie. Mou- Ma réaction, c'est « Pourquoi tu t'en es pris aux banques ?» Eh bien, parce que si tu as une société, si tu as une économie censée soutenir une société, il te faut une économie. Ou, par exemple, une famille de la classe moyenne peut vivre avec United Nations, seul salaire. Les grandes banques, c'est justement la dernière chose dont elles ont besoin. Elles ont besoin que les gens soient endettés. Elles pompent les ressources, elles détruisent l'industrie en la pillant, en rachetant des entreprises, puis en les revendant morceau par morceau. Du moins, c'est ce qu'il semble se passer. Depuis, par exemple, que Clinton a abrogé la loi Glass-Steagall, qui était, à mon avis, une très bonne loi. Mais tout semble être allé exactement dans ce sens. Le secteur bancaire des États-Unis représentait 5% du produit intérieur brut des États-Unis, ou 6% avant l'abrogation de la loi Glass-Steagall. Et maintenant, c'est, officiellement, environ 22%. Mais je pense que c'est plutôt autour de 30%. Elle était une AJ Dinging. Exactement, on appelle ça la financiarisation de l'économie. Mais laisse-moi te reprendre United Nations peu. Pour te faire réfléchir, United Nations peu. Pourquoi a-t-il été possible que... Et cela a aussi commencé dans les années 1970, ce grand tournant dont je t'ai parlé. Dans les années 1970, les grandes banques des États-Unis, qui étaient toutes des banques commerciales, traitant principalement avec des entreprises, pourquoi se sont peut-elles toutes, en même temps, lancées dans ce que l'on appelait alors, et appelle encore aujourd'hui, la banque aux particuliers? Avant cela, pendant des siècles de capitalisme, les banques n'approchaient pas les gens de la classe ouvrière. Ces gens étaient considérés comme peu fiables. On ne prête pas d'argent à des personnes comme ça. C'est United Nations ouvrier. Il va aller se saouler, ou il va faire ci, ou il va faire ça. United Nations, gentil et respectable homme d'affaires, c'est autre chose.
tu peux saisir son stock, ses garanties et blablabla. Mais une personne, United Nations type de la rue, non. Oh, non. Soudain, dans les années 1970, tout le monde mené par Bank of America, Citibank, Wells Fargo, tous les grands acteurs, se précipite et ne s'est jamais arrêté vers des comptes bancaires pour la classe ouvrière, des prêts immobiliers pour la classe ouvrière, des hypothèques pour la classe ouvrière, cartes de crédit. Combien de cartes de crédit? Autant qu'on peut en fourrer dans votre portefeuille. Que se passe-t-il ici? On passe de « tu ne le ferais jamais » à « tu ne peux plus t'en empêcher ». Et la réponse, c'est que ça n'avait rien à voir avec les banques. Les banques y ont vu une opportunité. C'est à ça que servent les banques. Mais la réalité, c'était autre chose. D'abord, les salaires ont cessé d'augmenter. Si vous regardez les salaires de 1945 à 1975, ils augmentent. Après 1975, ils se stabilisent. Ils ne repartent jamais à la hausse. Le salaire réel, si vous ajustez le salaire nominal selon les prix, le salaire réel d'United Nations travailleurs américains aujourd'hui est à peu près ce qu'il était à la fin des années 1970. Tous les gains ont été annulés par la hausse des prix, surtout maintenant. Et ce matin, quel était le chiffre? 4,2% d'inflation aux États-Unis vient d'être annoncé. Donc, il n'augmente pas du tout. Pendant ce temps, il y a European Union, une déferlante d'United Nations développement nouveau qui existait aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale. Mais rien de comparable à ce qui s'est passé ensuite. Ça s'appelle la publicité. Vous savez de quoi je parle. Vous avez vécu aux États-Unis. Vous ne pouvez pas aller aux toilettes pour pisser. Vous ne pouvez pas monter dans le métro. Vous ne pouvez pas conduire votre voiture sans être assailli par toutes les surfaces qui vous crient dessus. Vous voulez être heureux? Il vous faut ça. Vous devriez acheter ça. 3 comme ça. Votre fille devrait en avoir 4. Alors, qu'avez-vous fait? Vous les avez assaillis d'United Nations déluge, sans répit. Pendant ce temps, vous ne leur avez pas donné l'argent pour acheter ces foutues choses. Ma femme est psychothérapeute. Elle est meilleure que moi. Dunskessan allait-il, Bessa, I, Ro, C, Bel, Bon, C, Bu, B, D, C, Bio, dans, B, D, B, C. Elle serait assise ici, je vous la présenterai et elle vous expliquerait la torture que cela représentait pour la classe ouvrière, hommes, femmes, plus âgés, plus jeunes, tous aux prises avec ce qu'ils croyaient être United Nations problème personnel. Oh le pauvre, ce n'avait rien à voir avec vous. Ils ont travaillé dur. Ils l'ont fait. Ils allaient travailler comme il fallait. C'est vrai. Ils n'étaient pas ivres en arrivant au travail. Non, pas du tout. Ils ont économisé leur argent. Ils ont tout fait. Ils sont allés à l'école. Ils ont obtenu leur diplôme. Ils ont fait leurs devoirs. Ils ont tout fait. Et on leur a mis United Nations coup de poing au nez. Et ils sont tellement contrariés. Et ils sont en colère. Et vous savez ce qu'ils font? Ils empruntent de l'argent. Et où vont-ils trouver cet argent? Le banquier, tout sourire, leur dit « Je vais vous donner cette carte de crédit. Je vais vous ouvrir ce compte courant. Je vais vous accorder ce prêt. Ne regardez pas les petites lignes. Ne vous en inquiétez pas. Nous n'avons besoin que de la carte de crédit. Vous pouvez dépenser ce que vous voulez. Il vous suffit de nous envoyer $11,14 à la fin du mois. Oh super, $11,14, je peux le faire. La semaine suivante, c'est $11,18, puis $21, puis $82, puis $406. Et là, vous êtes fini. Mais ne blâmez pas la banque. Je veux dire, les banques, ont-elles joué United Nations rôle odieux là-dedans? Absolument. Mais elles ne l'ont pas déclenché. Elles ne méritent pas plus de reproches que toutes les personnes qui ont décidé « au diable les États-Unis ». Il se peut que nous ayons développé notre industrie ici au cours du siècle dernier, mais nous allons en Chine. On va y gagner plus d'argent. C'est tout ce qu'ils ont fait. Et cela a mis le processus en marche.
J'aime bien aussi les politiciens des États-Unis et d'Europe. Oh, ce sont les méchants Chinois. On leur a donné l'industrie et ils ne veulent pas faire ce qu'on leur dit de faire. Nous, on faisait les gentils. On n'y allait pas pour faire du profit. On y était juste pour les laisser fabriquer des choses pour gagner leur vie. Il m'est déjà arrivé de vous donner une idée. J'ai aussi fait ce discours, et parfois devant des hommes d'affaires. Et ils me sortent ces conneries. Ils me disent, les Chinois, ils n'ont fait que voler chez nous. Ils ont volé notre technologie. Je lui dis, lève-toi, lève-toi. Il se lève. Dis-moi, tu as déjà délocalisé en Chine? Oui, nous avons délocalisé notre production en Chine. Quel United Nations t'a mis United Nations pistolet sur la tête pour te forcer? Et ils te regardent. Ils ne savent pas quoi faire. Personne en Chine n'avait le pouvoir. Ils ne pouvaient pas te forcer à y aller. Tous les petits pays du monde voulaient que tu ailles la Yizba, mais tu n'y es pas allé. Tu es allé en Chine. Alors, pourquoi tu penses que c'est arrivé? Parce que les Chinois t'ont forcé? Non, tous t'auraient accueilli. Tu es allé en Chine parce que c'était l'endroit le plus rentable. Pourquoi ne l'admets-tu pas? Et comme ça, on pourra tous convenir que la cause des problèmes des Américains, c'est United Nations système économique fondé sur le profit. Et quand tu leur dis ça, ils ont cette expression sur le visage du chiot qui a fait caca sur ton tapis par accident. Ouais, regardez les politiciens. C'est toujours marrant parce que quand la majorité d'entre eux sont au bout de 5 minutes, ça suffit. Quand la majorité des politiciens sont des avocats, personne ne comprend rien au monde réel de toute façon. Mais il faut que je vous le dise, et je pense que vous devriez suivre ça. À ma grande surprise, je ne m'y attendais pas. Il y a United Nations noyau croissant, de nouveaux politiciens différents ici aux États-Unis. Et ils gagnent du terrain. Et la raison pour laquelle ils gagnent, c'est que la majorité de la population est vraiment profondément aliénée des partis républicains et démocrates. Ça, je ne veux pas exagérer. C'est encore marginal. Mais si j'étais dans la direction du parti républicain ou du parti démocrate, waouh, je dirais à tout le monde, vous feriez bien d'y prêter une attention toute particulière. Sinon, ces gens vont vous contourner complètement et vous deviendrez une relique. Et je parle d'United Nations phénomène très petit. Le maire de New York, inimaginable ce qu'on vient de faire à New York, nous avons voté, moi y compris, en novembre dernier, pour élire comme maire United Nations jeune socialiste musulman barbu. Mon Dieu, si vous m'en aviez parlé 6 mois plus tôt, j'en aurais ri. Et je suis impliqué. Je fais attention. Je sais. J'ai été candidat à la mairie d'une ville aux États-Unis il y a quelques années. Je me suis engagé de cette façon. Donc, je sais de quoi il s'agit. La nuit dernière, M. Platner l'a emporté dans le Maine. Incroyable. Incroyable. Il serait au Sénat s'il gagne. Et lui aussi, c'est encore une autre version de ce mouvement. Et vous le voyez. Je le vois partout. Petit boulot, poste intermédiaire, poste de haut niveau. C'est toute une nouvelle génération qui arrive. Et toutes ces vieilleries idéologiques n'ont aucun effet sur eux. Mais le plus important, c'est que ça ne semble pas marcher non plus auprès des électeurs. Traiter quelques United Nations de rouge. Tout le monde se dit, et alors, qui s'en soucie? C'est complètement différent. Quand j'étais jeune, si vous étiez socialiste, vous le cachiez. On faisait tout pour que le moins de gens possible le sachent. Plus maintenant. Maintenant, c'est United Nations peu effrayant parce qu'ils n'imaginent pas la répression que la génération précédente a subie. Ça leur est
totalement étrangers. Ils n'y arrivent pas. Ils s'y intéressent. Ils écoutent les récits. Quand j'ai rédigé ma thèse de doctorat, c'était à l'université de Yale et c'était une étude du colonialisme britannique au Kenya, en Afrique de l'Est. Oui, c'était assez brutal. Oui, j'y suis allé, j'ai appris le swahili. Oh waouh, j'y suis allé et j'ai appris ce qu'il fallait. Le livre a été publié par les presses de l'université de Yale. Quelques années plus tard, j'ai dû le réviser, mais bon. Bref, le titre de ma thèse était de préture. Bon, oui, j'y suis allé, j'ai appris le swahili. Oh waouh, j'y suis allé et j'ai appris ce qu'il fallait. Le livre a été publié par les presses de l'université de Yale quelques années plus tard. J'ai dû le réviser, mais bon. Bref, le titre de ma thèse était des Siki tu. L'économie du colonialisme, étude de cas de la Grande-Bretagne en Afrique de l'Est. Mes professeurs ne m'ont pas autorisé. Ils ont dit, si vous insistez pour ce titre, nous ne validerons pas votre thèse. Waouh! Eh bien, il faut que vous la fassiez accepter. Sinon, vous n'êtes pas, à proprement parler, titulaire d'United Nations Doctorat. Et si vous n'êtes pas titulaire d'United Nations Doctorat, vous ne pouvez pas obtenir des postes universitaires de toutes sortes. Il faut avoir ce doctorat. Ils ont compris. Et moi aussi. D'accord. Que voulez-vous? Ils en ont discuté et ont proposé le titre. Aspect économique de la politique étrangère britannique au Kenya. Voilà, c'est ça. Si vous cherchez ma thèse à l'université de Yale, ce que vous pouvez faire, vous verrez ce titre. Si vous regardez mon livre chez les presses de l'université de Yale, j'ai pu y remettre le mot colonialisme, mais pas dans ma thèse. Oui, les Britanniques, c'était comme ça. Tous ceux qui protestaient étaient américains. On a soutenu que le mot colonialisme est chargé de connotations. Waouh! Et tous ces autres mots que vous voulez que j'emploie n'ont pas de charge de valeur. Vous les aimez juste parce qu'ils sont quoi? Neutres. Oui, neutres. D'accord. C'est incroyable. Nos discussions partent United Nations peu dans tous les sens. J'espère que ça ne vous dérange pas. Si voyu, yemun, mini. Oh non, pas du tout, ça ne me dérange pas. Ce sont les meilleures conversations. Elles partent de United Nations sujet et évoluent. Oui, ça ne me surprend pas. J'en ai vu beaucoup. On en voit beaucoup aussi dans les entreprises. Ce qui m'a toujours étonné, j'ai travaillé dans de nombreuses entreprises occidentales après l'armée, comme cadre intermédiaire et supérieur. C'était à quel point nombre de cadres supérieurs étaient et sont incompétents. Des gens qui ne connaissent rien à leur travail, mais qui sont promus grâce à leurs relations. Et on assiste au désastre qui s'ensuit à chaque fois. Je te le dis, je suis directeur de la chaîne d'approvisionnement pour l'Eurasie chez Halliburton. Et à côté, il y a le directeur financier pour l'Eurasie. Et Ronnie m'appelle dans son bureau. Il me dit « Stas, tu peux venir 1 minute ?» Je lui dis « D'accord, oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Et il me le montre sur l'écran. Il a une obligation impériale russe de 1915, une obligation de la guerre froide. Il demande « Qu'est-ce que t'en penses ?» Je réponds « C'est une belle antiquité. » Il dit « Qu'est-ce que tu veux dire par antiquité ?» Eh bien, on en a acheté plein et on pense pouvoir obtenir environ 5 milliards de dollars du gouvernement russe. Mais Ronnie, il y a European Union 3 gouvernements depuis. Les bolcheviks ont refusé toutes les dettes, les Français ont porté plainte au début des années 1990 et ont perdu. Et la Banque mondiale a dit non. Vous ne pouvez pas faire ça, ces dettes sont radiées. Il me regarde et dit « Qu'est-ce qu'on va faire ?» On a payé 120 millions de dollars pour ça. Et ces papiers, je voudrais serrer la main de celui qui le lui a vendu. Mais moi, j'étais assis là. Si quelques United Nations croyait vraiment pouvoir obtenir 5 milliards de dollars, pourquoi le vendrait ce pays pour 120 millions de dollars?
La réponse, c'est qu'ils le font parce qu'ils n'ont personne à l'intérieur du gouvernement russe pour s'assurer qu'ils seront payés, alors que celui qui l'achète devrait avoir quelque United Nations. Si l'acheteur, s'il n'a personne, alors il est très stupide. Exact. Donc mon conseil pour lui était, tu connais Paul Singer? Bien sûr, difficile de ne pas connaître son nom. C'est ce qu'il fait. Il a United Nations contact proche et il sait que, avant d'acheter des obligations argentines pour presque rien, il peut obtenir le soutien de ce contact pour que le président fasse pression sur qui il faut afin que ses dettes soient remboursées. Il se contentera de 50 cents par dollar, il n'a payé que 500 par dollar. Donc pour lui, c'est 45 cents par dollar. Et il n'a fallu qu'United Nations en de pression pour y parvenir. Et il a gagné 250 millions de dollars. C'est ce qu'il fait, encore et encore. Écoutez, monsieur, je dois y aller. J'ai United Nations, autre rendez-vous. Mais ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Et comme je l'ai dit la dernière fois, si vous voulez recommencer, dites-le moi. Sans mon cours, il possède sa foi, il possède c'est un pot à... Ce serait United Nations, réel plaisir. Merci pour votre... Prends soin de toi, mec. Merci.